Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir et je salue les spectateurs de Canal 3, tout le Burkina Faso. Alors, vous êtes professeur de philosophie. Vous avez aussi dédicacé votre livre intitulé L'impérial terroriste. On y reviendra bien sûr plus tard. Mais actualité brûlante à Dakar. Le Burkina Faso qui prend finalement la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. L'on se rappelle également de ce stratagème et de toutes ces manigances aussi qui étaient manœuvrées, qui avaient permis aussi à ces pays de l'AES de claquer la porte lors d'une réunion précédente. Déjà, vous, quel est le regard que vous portez sur ces faits? Je dois dire qu'à la base, il ne devrait pas y avoir un problème à ce que le Burkina Faso, État membre de l'UEMOA, assume une présidence qui, conformément au règlement de l'UEMOA, est rotative. Ce qui fait scandale ici, c'est le fait même que cela fasse scandale, que cela pose un problème. À l'origine, la puissance française qui manipule l'UEMOA avait voulu punir le Burkina Faso en le privant de droits qui sont pourtant statutaires. À savoir qu'en tant qu'État membre de l'UEMOA, lorsque son tour d'en exercer la présidence arrive, il l'exerce. Puis c'est le tour d'un autre État conformément au règlement. Donc ici, il ne faut pas se laisser avoir par une mystification qui consisterait à dire qu'on aurait fait une faveur au Burkina Faso. Ce n'est pas une faveur. C'est le fonctionnement réglementaire et statutaire de l'UEMOA qui prévoyait que ce soit le tour de la présidence du Faso. Donc il ne faut pas ici se laisser flatter par l'idée que le fait que le Burkina Faso assure maintenant la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA est une manière de confiance qui lui est faite. On n'y ajoute rien au Burkina Faso et on ne lui enlève non plus rien. Il n'y a aucun mérite à ce qu'on reconnaisse des règles qui devraient toujours être respectées par tous. La faute incombe à ceux qui, posant des règles, ne les respectent pas, à savoir les États de la CEDEAO, manipulés par le néocolonialisme français, pour punir les pays de l'AES, parce que ceux-ci sont engagés dans une dynamique de souveraineté. Ma deuxième remarque, cher monsieur, à propos de cette présidence de l'UEMOA par le Burkina Faso, c'est que on peut imaginer que les manipulateurs néocolonialistes français et leurs suppôts dans la CEDEAO, ils voient une opportunité pour tenter de saboter le processus en cours au niveau de l'Alliance des États du Sahel pour construire la nouvelle monnaie inéluctable de la souveraineté sahélienne. Là encore, je voudrais vous dire, il ne faut pas se laisser ici tromper. Le fait que le Burkina Faso assure la présidence statutaire de la conférence des ministres de l'UEMOA ne change rien à l'engagement du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de l'AES pour construire la souveraineté monétaire et économique du Sahel. Donc là encore, on veut nous donner l'impression qu'on aurait fait un cadeau au Burkina Faso pour qu'en retour, le Burkina Faso, peut-être même le Mali ou le Niger, freinent des quatre fers le processus engagé vers leur souveraineté monétaire. Là encore, c'est faux. Les trois dirigeants sahéliens, leur gouvernement, les peuples sahéliens sont engagés dans une marche irréversible vers la souveraineté totale. Et ce n'est pas une présidence statutaire, réglementaire et même banale de l'UEMOA qui viendrait modifier la trajectoire vertueuse de cette confédération, de mon point de vue. Alors, à vous écouter, est-ce qu'on peut dire que la monnaie est un outil au service de l'impérial terroriste, qui est déjà le titre de votre ouvrage? Écoutez, l'une des définitions de la monnaie pour les économistes politiques, c'est que c'est un instrument de souveraineté qui bénéficie de la suprématie d'un État, lequel État a les moyens de punir ceux qui n'en respectent pas l'identité et l'intégrité. Qui dit monnaie, dit État. Or, quand vous prenez le franc CFA, quel est l'État qui est le détenteur du franc CFA? Quel est l'État qui a créé en 1945 le franc CFA? Cet État s'appelle la République française. Donc le franc CFA est l'expression de la souveraineté de la République française. C'est une monnaie de la Banque de France et elle est même physiquement fabriquée en France. La masse monétaire du franc CFA est utilisée par la France pour s'approvisionner en matières premières stratégiques africaines à vil prix. Et la contrepartie, la fameuse aide française au développement de l'Afrique, n'est rien d'autre que l'argent des Africains
qui leur est prêté avec intérêt. Donc, c'est une arnaque, c'est une abjection, et c'est la raison principale pour laquelle aucun pays, parmi les 15 pays de l'Afrique francophone, ne s'est convenablement développé, car si on compare l'état de développement en 1960 des pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple, à l'état de développement en 1960 des pays de l'Afrique dite, entre guillemets, francophone, on se rend compte qu'en 1960, ils étaient au même niveau, et qu'en 2025, tous les pays de l'Asie du Sud-Est sont en avance sur tous les pays d'Afrique francophone. La raison est toute simple. Le franc CFA est un mécanisme d'exploitation coloniale qui bloque la capacité de commercialisation libre des produits africains dans l'économie monde, qui impose à l'Afrique, entre guillemets, dite francophone, parce que je n'aime pas l'expression, l'Afrique est africanophone, impose à l'Afrique dite francophone de vendre des matières premières brutes et d'acheter par importation des produits finis. Les produits finis que nous achetons encore en Afrique francophone sont infiniment constitués de matières premières brutes transformées dans les industries du Nord, qui, par conséquent, prennent la valeur ajoutée et nous vendent avec une marge bénéficiaire parfois 10, 20, 30, voire 100 fois plus élevée que le prix de prélèvement et d'extraction. Donc, ce mécanisme monétaire qui a été déconstruit par le professeur Joseph Tchundja-Mpouemi dans son grand livre « Monnaie, servitude et liberté » n'a plus sa place en Afrique. Et ce n'est pas la présidence provisoire et statutaire d'une conférence de l'UEMOA qui doit mettre fin au démantèlement nécessaire et urgent du franc CFA sur tout le territoire africain. D'accord. Alors, c'est vrai, vous avez dit que le franc CFA est une arnaque. Pour vous, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, quelles doivent être la conduite à tenir face au franc CFA? Alors, je ne dis pas que le franc CFA est une arnaque, hein, je constate. Et vous devriez, en tant que journaliste, citoyen, faire le même constat que moi. C'est un constat. Vous savez, parlons encore un peu plus du mécanisme du franc CFA. C'est une monnaie fabriquée par la Banque de France. Elle a été installée en 1945 par le général de Gaulle. Et en même temps, il a fait signer aux pays africains ce qu'on a appelé les accords de coopération et de défense. Parmi les accords de coopération, les accords économiques. Vous savez, l'une des lignes systématiques des accords de coopération, c'était que les matières premières des pays de la zone CFA ne peuvent être vendues à aucune autre puissance sans l'aval préalable de la France. Si la France ne s'intéresse pas à certaines matières premières, alors on peut les vendre à quelqu'un d'autre. On commence d'abord par savoir si ça intéresse la France. Si ça n'intéresse pas la France, à ce moment, on vend à quelqu'un d'autre. Donc en fait, le franc CFA, c'est quoi? C'est un moyen que la Banque de France a de contrôler les richesses africaines, de les vendre et en réalité de spéculer sur les devises que les pays africains récoltent dans l'économie internationale. Et il y a un mécanisme qu'on appelle la parité fixe. On impose que le franc CFA, par exemple, eh bien, 1 euro est égal à 650 ou 660, 670 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a 1 euro obtient 670 fois ce qu'il obtiendrait en France. Vous comprenez ça? Quand on vous dit que 1 euro est égal à 670 francs, ça veut dire que quelqu'un qui possède 1 euro là, il possède 670 fois ce que possède un Africain avec le même euro. Donc en fait, la monnaie instaure une domination du système économique français, du système économique européen sur le système économique africain, et elle bloque cette domination par le principe de la parité fixe. Dans le pilotage des banques centrales, le fait que la parité soit variable est une des conditions de la souveraineté économique. Parce qu'en fonction des intérêts d'une économie, vous allez tantôt augmenter le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises, tantôt vous baissez le taux d'intérêt de votre monnaie pour avoir plus de devises en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande à l'intérieur et à l'extérieur de l'économie. Dans le cas des pays africains, le monde change, mais ils sont pris à 15 dans une monnaie qui les empêche de s'adapter. Par conséquent, lorsque le monde change et que l'on devrait modifier à la baisse le taux d'intérêt de notre monnaie pour avoir une entrée massive de devises étrangères, on ne peut pas le faire. Et quand le monde change, c'est-à-dire qu'on devrait élever cette fois-ci notre taux d'intérêt pour avoir une plus grande réserve de devises, on ne peut pas non plus changer. Mais qui change pour nous? Qui pilote pour nous? La France. Qui encaisse par conséquent les avantages à la hausse ou les avantages à la baisse du taux directeur? La France. C'est ça, scientifiquement, la raison pour laquelle
vous, moi, nous, Africains, devons mettre fin. C'est des raisons intellectuelles, théoriques, c'est des raisons scientifiques, incontestables, imparables, et sont des raisons morales et politiques. C'est une honte pour nous, en 2025, nous, Africains, d'avoir encore cette monnaie. Alors, les pays de l'AES, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se développer, ils sont obligés d'avoir une monnaie qui va être adaptable, non seulement à leur économie, à leur espace économique interne, c'est quand même 2 800 000 km², avec des populations très importantes, et pour pouvoir vendre vers l'Amérique latine, vendre vers l'Amérique du Nord, vendre vers l'Europe, vendre vers l'Asie, vendre vers les autres pays africains, il va falloir avoir une banque centrale qui peut modifier le taux directeur. D'accord? C'est pas compliqué, on peut expliquer cela à un bon élève de troisième, de classe de troisième, et il le comprend. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique, même dans les collèges, même dans l'école primaire, qu'aucun pays ne peut se développer sans souveraineté monétaire. L'élève qui écrit le contraire, on lui met 0. Est-ce que vous comprenez ça? On doit pouvoir enseigner ça même à l'école primaire, CM2, CM1. Sans souveraineté monétaire, pas de développement. Un pays qui n'a pas une monnaie souveraine ne peut pas se développer. Aya Sebe, écrivez ça, comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa, Tirana. D'accord, c'est vrai, l'impérial terrorisme, votre ouvrage est disponible, vous l'avez dédicacé au Mali, il est là. Niger. Aujourd'hui, vous l'avez dédicacé également au Burkina Faso. Alors, pourquoi vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui d'impérial terrorisme? L'impérial terrorisme, c'est une structure qui a été mise en place globalement à partir, on va dire, du 15e, 16e, 17e siècle en Occident. Vous savez, l'Europe est un pays pauvre en matières premières. C'est un pays pauvre en ressources naturelles. Donc, les grands monarques européens se sont réunis et ils ont réfléchi à la meilleure façon de s'approprier les ressources stratégiques des autres continents, et notamment celle du continent le plus riche, l'Afrique. Ils ont donc décidé d'abord de s'emparer massivement des Africains, de les surprendre, de les capturer, d'autant plus qu'ils ont étudié les populations américaines, les populations asiatiques, et ils se sont rendus compte qu'elles étaient moins résistantes au travail. Voilà comment les monarques européens s'organisent militairement. Ils montent des caravelles, des campagnes, et ils attaquent massivement les pays africains pour s'approprier la main-d'œuvre africaine en même temps qu'ils commencent à s'approprier les ressources naturelles. C'est ce qu'on a appelé la traite négrière. La traite négrière occidentale, bien sûr, à partir des 16e, 17e siècles, jusque pratiquement au 19e. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ayant déporté des dizaines de millions d'Africains en Amérique, en Europe et en Asie, ils se sont rendus compte que les Africains avaient une vertu, la résilience, l'endurance, la persévérance, et qu'ils étaient capables de survivre dans des conditions extrêmes. Et que les populations noires étaient capables de se reproduire de manière plus vigoureuse que les populations même dominantes, blanches, ou asiatiques, ou rouges, ou latino-américaines qu'ils avaient essayé d'esclavagiser. Par conséquent, ils ont décidé de cesser de déporter les Noirs de l'Afrique vers l'Amérique et vers l'Europe pour travailler pour eux. Ils ont décidé d'imposer l'esclavage aux Noirs en Afrique. L'esclavage aux Africains en Afrique. Ça s'appelle la colonisation. On vient dans le pays des gens, on détruit leurs palais, on détruit leurs temples, on détruit leur religion, on détruit leurs objets d'art, et on impose par la force des armes, par la division, par la manipulation mentale, une administration coloniale qui se met à piller les matières premières avec la complicité de certains des filles et des fils de l'Afrique eux-mêmes. C'est la colonisation jusqu'au XXe siècle. Alors, ça a été également, on le verra, parfaitement organisé. Souvenez-vous qu'en France, il y a un texte qui n'a même pas encore été abrogé qui s'appelle le Code noir. Souvenez-vous qu'en 1884-1885, il y a eu une réunion de toutes les grandes puissances occidentales à Berlin pour se partager l'Afrique. Et souvenez-vous que la création de la Société des Nations dans les années 10-20 et par la suite la création de l'Organisation des Nations Unies dans les années 44-45, tout cela a été fait essentiellement par des puissances qui avaient gagné la guerre. En gagnant la guerre, elles se sont partagées à nouveau l'Afrique, elles se sont réparties les colonies entre puissances gagnantes des premières et secondes guerres mondiales. Alors, là encore, il a été prévu de dominer les Africains par la terreur, par la violence, par la division, par l'exploitation, par l'acculturation.
C'est ce qu'on faisait lors de la traite des Noirs, c'est ce qu'on a fait pendant la colonisation. Et lorsqu'on prétend, à partir de 1960, nous accorder les indépendances, on rédige en même temps les fameux accords de coopération et de défense dont nous avons parlé, qui nous maintiennent en réalité sous la domination. Et cette domination, elle passe par quoi? L'organisation de guerres civiles, de génocides, de rébellions, de coups d'État, l'assassinat des grands héros fondateurs des nations souveraines du continent. Tout ça va se faire tout au long du XXe siècle. Dans le cas de la France, elle va organiser une centaine de coups d'État pour essayer d'imposer ses valets à la tête des pays africains. C'est ça la terreur. Le terrorisme n'a pas commencé en 2010-2011 quand on a entendu parler d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Mais qui sont Al-Qaïda et l'État islamique? Ce livre, L'impérial terrorisme, est consacré à l'expliquer. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée dans les années 80 par les services américains en Afghanistan. Le célèbre Oussama Ben Laden était à l'origine un agent américain combattant les soviétiques en Afghanistan. Par la suite, il s'est retourné contre ses maîtres. Mais ce sont les services américains qui ont financé, armé et créé à l'origine Al-Qaïda. Quant à l'autre organisation dont vous entendez parler, et qu'on appelle l'État islamique, le président américain actuel, Donald Trump, a révélé lors de la première campagne présidentielle qui l'avait conduit au pouvoir face à Hillary Clinton, que c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé le machin qu'on appelle État islamique. Donc, quand on vient ici en Afrique pour nous dire que nous sommes attaqués par de soi-disant djihadistes, on ment. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que le Sahel est à feu et à sang, que Boko Haram attaque le Cameroun, le Nigeria, que le Tchad, que le Togo, le Bénin et même parfois la Côte d'Ivoire ont été attaqués. Le but de ces organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, c'est d'imposer la guerre aux Africains pour que les dirigeants africains soient obligés de céder l'or, le pétrole, le manganèse, le coltan, l'uranium, le gaz, le café, le cacao, le coton, à vil prix aux puissances occidentales rassemblées à l'intérieur de l'OTAN et aux puissances du Moyen-Orient, qui sont les alliés de l'OTAN. Je parle de monarchie pétrolière du Golfe où habitent tous les chefs des organisations terroristes. Est-ce que vous savez que les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement au Qatar, en Arabie Saoudite? Ces pays qui sont les alliés de l'OTAN. Donc le livre, en fait, il est consacré à quoi, cher monsieur? Je rassemble les preuves scientifiques qu'il n'y a pas une guerre de religion en Afrique. Il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Nous avons affaire à des mercenaires terroristes financés par les grandes puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Et vous savez l'avantage de ce livre, c'est que les preuves qui sont rassemblées dans ce livre sont essentiellement des preuves occidentales. Et j'ajoute des preuves officielles. C'est-à-dire que j'ai pris les documents officiels américains, quand les États-Unis déclassifient leurs documents et révèlent que l'USAID a payé directement les organisations terroristes. Je prends, je publie. J'applique dans ce livre une méthode que j'ai prise chez les sages africains, l'art de manger notre piment dans leur bouche. D'accord? Vous trouvez essentiellement ici des preuves européennes, des preuves françaises. Il n'y a pas une seule preuve africaine. Aucun État africain n'a contribué à fabriquer une seule des preuves ici. Ce sont des preuves officielles, américaines, européennes, françaises, de l'origine des organisations terroristes, dans les services de renseignement de l'OTAN et dans ses alliés du Moyen-Orient qui sont rassemblés ici. Le but étant d'aider tous les Africains à ne plus salir la religion islamique, à ne plus mettre sur l'islam la source de la déstabilisation que nous avons sur le continent, mais à reconnaître qu'il s'agit de l'impérialisme qui, depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, eh bien, ensanglante l'Afrique pour continuer à l'exploiter. Alors, en quelque sorte, vous venez confirmer les propos du capitaine Ibrahim Traoré qui dit que l'Afrique est victime, bien sûr, de ses ressources. Le président du Faso est dans la révélation. Avec ses compagnons de l'AES, les présidents Tiani et Goïta, ils ont organisé leur politique de lutte antiterroriste sur la base de la vérité scientifique. La vérité scientifique, c'est que les puissances de l'OTAN, donc les pays européens et l'Amérique, ne peuvent pas aider les pays sahéliens à combattre le terrorisme, alors que ce sont ces mêmes puissances qui ont créé les organisations terroristes. Vous comprenez pourquoi la lutte antiterroriste patinait? Le Burkina Faso avait perdu
pratiquement plus de 60 à 70% de son territoire. C'est parce qu'avant le président Ibrahim Traoré, tous les dirigeants du Burkina Faso combattaient le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Vous ne pouvez pas combattre le terrorisme en vous appuyant sur des puissances qui l'ont créé. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que le Mali a compris. C'est ce que le Niger a compris. C'est pour ça que dès qu'ils ont pris le pouvoir, ces révolutionnaires panafricanistes ont ordonné le départ immédiat des troupes françaises et des troupes occidentales et même des troupes de l'ONU, de leur sol. Ça, c'était la première opération. Parce que ce sont ces gens-là qui facilitaient l'action du terrorisme. Pourquoi? Parce que c'est à eux que le terrorisme en Afrique bénéficie. Là où il y a du terrorisme, les dirigeants ne peuvent pas imposer un prix réel des matières premières. Ils ne peuvent pas industrialiser leur pays pour développer leur économie, donner du travail à leur jeunesse. Là où il y a du terrorisme, les dirigeants sont obligés, pendant très longtemps, de supplier les Occidentaux de les aider. Mais quand les Occidentaux arrivent avec leurs armées, ils stabilisent le terrorisme. Ils le répandent dans tout le territoire pour pouvoir continuer à vous imposer la vente de votre or au rabais, de votre pétrole au rabais. Il y a un modèle très intéressant de ce que je vous dis, c'est ce qui se passe au Mozambique. Vous savez, le Mozambique, c'est un pays voisin de l'Afrique du Sud. C'est un pays d'Afrique australe. Dans la région de Cabo Delgado, au Mozambique, on a découvert une quantité considérable de pétrole et de gaz. Dès qu'on a découvert cette quantité de pétrole et de gaz, comme par enchantement, des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont apparu. Ils se sont mis à s'attaquer au peuple mozambicain pour le chasser des zones où on venait de découvrir le pétrole et le gaz. Vous savez ce qui s'est passé dans la foulée? Total et tous les autres groupes, les groupes français, les groupes américains, sont venus demander aux dirigeants mozambicains d'accepter de baisser le prix de leur gaz et de leur pétrole en échange de l'aide à la lutte antiterroriste. Est-ce que vous comprenez le modèle? On vous envoie des terroristes, les terroristes vous déstabilisent, et ensuite on vient vous dire, si vous voulez qu'on vous aide à combattre les terroristes, baissez le prix de votre pétrole et de votre gaz. Et voilà comment les Occidentaux ont réussi à imposer à un moment donné aux Mozambicains d'accepter que leur suppôt, leur valet, le Rwanda de Kagame, envoie son armée aider l'armée mozambicaine à combattre les terroristes. À partir du moment où eux, ils ont leur armée dans votre sol, vous ne pouvez plus vendre vos matières premières au prix que vous voulez. Puisqu'ils sont là, et que vous êtes obligé de les entendre vous dire hey, écoutez, nous sommes en train de prendre des risques, nous avons perdu 57 soldats pour vous protéger du terrorisme, par conséquent, vous devriez quand même tenir compte de nos attentes par rapport à votre pétrole, à votre gaz, à votre or, etc. C'est du chantage. Le terrorisme, c'est la prise en otage. L'impérial terrorisme, c'est la prise en otage de l'Afrique par les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, pour faire chanter les dirigeants et les peuples africains quant au prix de leurs matières premières. C'est la même arnaque que la colonisation, la même arnaque que la traite négrière. L'impérial terrorisme, c'est une vieille terreur qui n'a jamais changé sa manière inimitablement canine de s'asseoir. D'accord, c'est vrai, on a vu aussi le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, qui a déclaré que les nations ne devraient pas avoir peur d'indexer les pays qui financent, qui entretiennent le terrorisme. On a vu également le Burkina Faso, le Mali et le Niger lors de leur discours au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ont bandé les muscles, qui ont indexé directement la France comme acteur majeur. Alors, vous, quelle appréciation vous faites déjà de ces discours depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta et aussi de Abdrahmane Tiani? Eh bien, les dirigeants sahéliens ne sont pas dans de simples discours. Ils parlent sur la base de faits. Ce sont des démonstrateurs scientifiques. Ils utilisent la méthode empirique. Quand le président Abdrahmane Tiani du Niger, par exemple, vous décrit le positionnement des troupes françaises autour de l'AES et aux frontières de son pays à travers leur base arrière au Bénin, il indique les positions précises sur la carte et demande à toute personne qui possède l'information satellitaire d'aller vérifier à l'instant où il parle. Je tiens ici à insister sur la différence entre les accusations par discours et les accusations par preuve. Quand le président Ibrahim Traoré vous dit que la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui la base arrière de ceux qui veulent déstabiliser à tout prix l'AES en général et le Burkina Faso en particulier, le président Traoré cite les faits, les actes que ces gens-là ont posés. Tout le monde a vu le président ivoirien Alassane Ouattara dire qu'il va monter un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger et imposer, lui, Alassane Ouattara,
sa conception de la démocratie au Niger. Vous voyez, ce monsieur, il vient d'exclure toute l'opposition ivoirienne de la course à la présidentielle du 25 octobre. Et c'est lui qui voulait prendre des troupes, vous vous rendez compte, des militaires, pour aller tuer Tiani. Parce que Tiani et ses compagnons ont renversé Mohamed Bazoum, le vassal de la France-Afrique qui a fini, comme je l'ai dit, par faire boum. Donc, cher monsieur, j'insiste pour dire que le président Traoré, le président Tiani et le président Goïta ne font pas des discours. Quand ils accusent les pays occidentaux en général, la France en particulier, de soutien aux terroristes, ils présentent les faits. Quels sont les médias qui donnent la parole aux chefs terroristes? Ce sont les médias français. C'est France 24, c'est RFI, c'est Le Monde, ce sont des Jeunes Afrique, ce sont des médias français qui permettent aux chefs terroristes d'être connus. Quels sont les médias qui valorisent les actions des terroristes, qui essaient de leur donner une envergure psychologique extraordinaire? Ce sont les mêmes médias. Donc il y a des preuves. N'avez-vous pas noté que plusieurs agents de déstabilisation français ont été arrêtés dans la sous-région, en pleine opération, avec preuve? Donc, les dirigeants africains qui sont allés à l'ONU, les 3 premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger, se sont répartis d'une manière scientifique le travail de défense de l'Alliance des États du Sahel et de l'Afrique. Le premier ministre burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'est concentré sur la critique de l'ONU. Tout ce qu'il a dit sur l'état de déshérence, de désuétude de l'ONU est incontestable. Le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, s'est consacré à décrire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française, que personne ne veut encore juger, mais qui doivent être jugés par une cour pénale internationale. On ne peut pas laisser toutes ces personnes être mortes comme ça, par perte et profit, alors même jusqu'en 2010, la France se faisait payer par l'Allemagne pour les crimes qui ont été commis contre elle. Vous vous rendez compte? Quant au Premier ministre, malien, Abdoulaye Maïga, lui, il s'est concentré essentiellement sur le rôle d'un certain nombre de pays qui entourent l'AES, notamment le rôle de l'Algérie, dans la déstabilisation du Sahel. Il a cité des faits. Le drone malien qui a été détruit dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Ce n'est pas une fiction. Ce drone a été détruit en territoire malien. Tout le monde le sait. Et les dirigeants algériens savent qu'ils l'ont fait pour protéger les chefs terroristes. Donc moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que l'avantage qu'on a au Sahel, c'est d'avoir des dirigeants qui ne parlent pas sans preuve. Et donc qui respectent l'une des valeurs fondamentales de la civilisation africaine, la valeur de vérité. Quand ils accusent une puissance, ils savent que les preuves existent. Et c'est pour cela que nous les respectons. Est-ce que ces discours peuvent changer quelque chose véritablement? La première chose qui change, c'est que nous ne sommes plus dirigés par des menteurs. Tous les peuples africains méritent d'avoir des dirigeants comme les présidents Traoré, Tiani et Goïta. Les présidents qui disent la vérité. Vous savez très bien que la politique est gâtée et méprisée en Afrique parce qu'il y a trop de politiciens qui sont des menteurs, qui sont des mythomanes. D'accord? Deuxième élément important. Mais c'est grâce à cela que les peuples sont mobilisés. Pour que le peuple soutienne un dirigeant, il faut que ce dirigeant soit véridique. Vous pensez que cette révolution sahélienne aurait été possible si le peuple burkinabé, dans sa majorité, était opposé au président Traoré? Si le peuple burkinabé, dans sa majorité, ne voulait pas du président Traoré, il ne serait pas au pouvoir. C'est cette politique de vérité qui lui assure l'adhésion et la communauté du peuple. Enfin, il y a un troisième niveau. C'est le plan de la conscience historique, cher monsieur. Ça fait plus de 600 ans que nous sommes méprisés sur la terre, nous sommes traités comme des objets. Quelle est la population la plus méprisée du monde? C'est la population africaine. Aux États-Unis, quand vous apprenez qu'il y a des bavures policières, à presque 99%, c'est sur des Noirs. En Europe, quand vous apprenez qu'on a parqué des gens, littéralement comme des bêtes de cheptel, pour les chasser du territoire, parce que ce seraient des migrants sauvages, en majorité, ce sont des Noirs. Vous allez au Moyen-Orient, quand vous apprenez des histoires de personnes qui sont capturées, utilisées, esclavagisées en Arabie Saoudite, au Qatar, dans des familles qui ont conservé des mœurs féodales, la majorité de ces gens, c'est qui? Ce sont les Noirs. Qui meurt sur les routes du Sahara? C'est nous, les Africains. Qui meurt en allant aux États-Unis par la voie mexicaine? C'est nous, les Africains. Qui se noie dans la Méditerranée? C'est nous, les Africains. Vous comprenez qu'il est donc nécessaire qu'on fasse la politique sur la base de la vérité pour que les Africains du monde entier soient respectés. Tant qu'on n'a pas une puissance politique qui utilise la haute connaissance, la haute technologie, la haute science
nous ne serons pas respectés. Et or, le respect, il ne se commande pas, il ne se mendie pas, il s'arrache. D'accord. C'est vrai que vous avez évoqué certains points tels que les colonisations, la traite négrière, l'impérialisme, le néocolonialisme. Alors, il faut aussi penser à cette complicité interne, ce que le capitaine Ibrahim Traoré appelle les esclaves du salon. Alors, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez si ces valets locaux dont vous vous identifiez ici tout de suite? Alors, en effet, pour que l'on domine une maison, bien souvent, on essaie de profiter des divisions internes à cette maison. Lorsque une communauté est désunie, ses ennemis extérieurs la frappent mieux. Pourquoi? Ils passent par les failles, n'est-ce pas? Quand nous sommes divisés, nous sommes plus faciles à dominer que quand nous sommes unis. L'Occident le sait. Et l'une des pratiques les plus anciennes de la domination impérialiste occidentale et moyenne-orientale a toujours été de promouvoir parmi nous les plus médiocres d'entre nous. Celui qui ne mériterait pas de nous diriger si les règles de nos sociétés étaient respectées, c'est lui que l'occidental, le moyen-oriental vont repérer et c'est lui qu'on va aider à nous diriger. Le médiocre, celui qui ne mérite pas d'exercer le pouvoir parce qu'il n'est ni en capacité d'exercer un ministère de vérité, de justice et de solidarité. Alors, c'est un fait qu'il faut constater. On n'aurait pas pu dominer les Africains sans avoir réussi à convaincre, voire à persuader certains Africains de servir les intérêts étrangers contre leur peuple. Alors, que faut-il faire de ce fait, de ces traîtres, de ces nègres de maison, de ces maillots capétia, de ces individus mentalement invertébrés, les profito-situationnistes, les reptiliens, les ventrocrates, les ventriloques, les individus qui sont des estomacs sans fond? Que doit-on faire de ce fait, puisque ce sont certains de nos frères et de nos sœurs? Il faut considérer que la révolution, elle a deux fronts. Un front interne et un front externe. Sur le front interne, il faut les combattre par l'éducation. Nous devons bien éduquer nos enfants, bien éduquer nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants, en leur donnant une conscience panafricaine, en leur donnant une conscience de leur responsabilité en tant que citoyens du devenir de notre cité. Deuxième outil pour lutter en interne contre ces gens, mais la justice. Il faut appliquer les règles de justice d'une manière ferme pour que ceux qui vivent de bénéficier du soutien de l'étranger contre nous aient la vie impossible chez nous. Et puis, il y a un troisième plan, c'est le plan symbolique. Nous devons continuer à produire, des connaissances, à produire des concepts qui nous permettent de maintenir notre société en éveil contre ces gens. Et j'étais ici, à Ouagadougou, dans le cadre des universités africaines de la communication, du Burkina Faso. Ça a été l'occasion de réfléchir à la meilleure manière de communiquer pour ne plus être manipulé par les valets intérieurs africains et leurs maîtres extérieurs occidentaux, moyen-orientaux, qui les utilisent littéralement comme des caniches au service de leur capitalisme. Et on sait, en tout cas je l'ai démontré dans ma communication, j'étais l'invité spécial des UACO 2025, j'en remercie les plus hautes autorités du Burkina Faso. On sait que la communication qui libère, c'est une communication de vérité. Il faut toujours communiquer sur la base de la vérité. C'est une communication juste. Il faut veiller à ne pas accuser des innocents. Parce que celui qui commet des inégalités favorise l'insécurité et l'instabilité. C'est une communication solidaire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire quand on est en guerre. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire quand on est en révolution. Parce qu'elles peuvent profiter à nos ennemis, les terroristes et leurs parrains, intérieurs et extérieurs. Et enfin, la grande communication de libération, c'est une communication d'action. Nous ne nous contentons pas de dire, faisons ce que nous disons pour être crédibles. Je crois que l'Alliance des États du Sahel, de ce point de vue, est un grand laboratoire de libération communicationnelle de l'Afrique. Alors, quand on regarde tout ce que subit l'Afrique, est-ce qu'on peut penser que tout a été préparé, tout a été pensé, planifié et même réactualisé? Votre question est très importante. Et elle nous place, nous, Africains, vous comme moi, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, devant une responsabilité essentielle. Nous devons savoir que les autres peuples du monde, et notamment les puissances occidentales et moyen-orientales, les puissances asiatiques, planifient l'avenir. Un dirigeant occidental, authentique,
un dirigeant moyen-oriental ou asiatique authentique, il regarde la vie sur une échelle de 10, 20, 30, 40 ans. Leurs chercheurs, leurs instituts de recherche, leurs ministères font des plans sur ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans. Donc, il y a un impératif, c'est de savoir que les autres, en permanence, approfondissent leur vision de l'avenir et anticipent sur les événements. Et du coup, en fait, lorsque nous, Africains, nous regardons rétrospectivement ce qui nous est arrivé, à savoir la traite négrière notamment, on voit ce qui est arrivé avec la colonisation, on voit ce qui est arrivé avec la néocolonisation, les fameux pseudo-accords de coopération et de défense, on voit ce qui nous est arrivé avec l'impérial terrorisme, la 4e vague agressive du terrorisme occidental et moyen-oriental. Si on le voit de manière superficielle, on va penser que c'est juste des accidents, hein, que ce sont des choses qui nous sont arrivées vraiment par malchance, par hasard, vraiment, comme on le dit parfois au bar, vraiment nous Africains, on n'a pas de chance, quoi. Un coup, c'est la traite négrière, un deuxième coup, c'est la colonisation. On n'a même pas encore fini avec la colonisation, ils ont attaqué avec la néocolonisation. On n'a même pas encore fini avec la néocolonisation, ils ont attaqué avec l'impérial, le terrorisme. Vraiment, oh, c'est vraiment fatigant. On a vraiment, Dieu, tu nous as abandonnés. Je récuse cette conception naïve, fataliste, superficielle, aplaventriste, invertébrée de l'histoire. Il faut savoir qu'avant que la traite négrière ne commence, les grandes puissances occidentales se sont réunies et ont décidé qu'on va esclavagiser le noir. On a calculé le noir. On a identifié sur la carte du monde l'endroit où on pouvait s'en saisir. On a élaboré les stratagèmes pour se saisir de millions de noirs. Et on savait où on les amenait. Le terrain où on les amenait était déjà préparé. Les plantations de canne à sucre, les plantations de coton, les plantations de tabac, les mines, et on savait où on amenait les noirs. D'accord? Il faut savoir que la colonisation, là, ça ne nous est pas tombé dessus comme une pluie équatoriale. Non! Ils se sont assis et ils se sont partagés l'Afrique. La carte de l'Afrique, là, que vous voyez, a été tracée par des puissances coloniales. Tracer une carte, c'est faire quoi? C'est faire un plan. En géométrie, c'est la même chose. Tracer une carte, c'est faire un plan. La colonisation a été planifiée. Ils se sont réunis pendant une année de réflexion, toutes les grandes puissances européennes, entre 1884 et 1885. Je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, un ministre français appelé Colbert, au XVIIe siècle, un ministre français appelé Colbert va rédiger une loi qui décrète que tous les Noirs sont des marchandises. Cette loi s'appelle le Code Noir. Le Code Noir. Sous le règne de Louis XIV. D'accord? Je vous rappelle que cette loi, on est en 2025, elle n'a pas encore été abrogée en France. Il y a une loi française qui est encore valide, opérationnelle, qui dit que tous les Noirs de la Terre sont des marchandises. Alors, l'impérial de terrorisme que vous voyez là, ça a été préparé de la même façon. On a déguisé les troupes occidentales en terroristes apparemment religieux, qu'on a appelés djihadistes. Le concept même de djihadiste, il a été préparé dans les laboratoires de l'OTAN, dans les laboratoires des services secrets européens et du Moyen-Orient. On va les appeler djihadistes pour que les Africains croient qu'ils sont attaqués pour des raisons religieuses. On va leur donner des armes. D'où viennent les armes des terroristes? Vous pensez que les terroristes fabriquent des armes? Vous pensez que les terroristes sont des milliardaires spontanés qui apparaissent comme ça dans le Sahel, qui possèdent des drones de guerre, qui possèdent du renseignement aérien? Tout a été planifié. Et nous, les Africains, devons nous aussi planifier notre vie dans l'espace et dans le temps. L'avenir appartient, dit-on, à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça. Si nous n'anticipons pas, nous serons victimes de l'histoire. Si nous anticipons, nous en serons acteurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Africains ont compris ou ont pris conscience de leur État? Dans l'Alliance des États du Sahel, nous avons un niveau de conscience plus élevé que dans tout le reste de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier. Ça, il faut le constater. Les niveaux de prise de conscience varient en fonction de l'état du processus révolutionnaire. Les pays dans lesquels la révolution progressiste populaire est en marche sont les pays les plus conscients. Et vous comprenez pourquoi mon pays natal, le Cameroun, ne fait pas partie des pays les plus conscients. Il y a une dictature plus que quarantenaire qui est là-bas et qui a invertébré toute la classe politique. Une dictature soutenue par la France-Afrique
soutenu par l'impérialisme occidental et par la lâcheté de plusieurs de mes propres compatriotes. D'accord? Donc, quand vous prenez la situation d'un pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire est braquée par le régime d'Alassane Ouattara, qui exclut tous les opposants de l'élection présidentielle, confisque le pouvoir avec sa famille et règne par la terreur sur les Ivoiriens. Donc, évidemment, le niveau de conscience ne peut pas être le même dans ces contextes-là. Dans des pays où, en fait, le pouvoir a été capturé par une oligarchie de criminels de guerre, de criminels économiques, de criminels et même spirituels, l'état de conscience est bas, le moral est bas. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel, pour moi, joue un rôle essentiel dans la révolution africaine. C'est le laboratoire. Si les Africains au Sahel sont capables de faire ce que les présidents Tchani, Goïta et Traoré ont amené leur peuple à faire, il s'ensuit que nous pouvons le faire partout ailleurs. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les intellectuels africains s'assument dans cette lutte de décolonisation mentale? Non, on ne peut pas le dire dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins, on va dire, deux catégories d'intellectuels africains. Deux catégories, vous Oui, dites. les vrais et les faux. Quels sont les vrais et quels Voilà, sont les faux? les vrais intellectuels sont ceux qui produisent des concepts permettant de résoudre les problèmes pratiques de leur communauté. Ma définition de l'intellectuel, cher monsieur, elle est celle-là. C'est un individu, homme ou femme, qui produit des concepts permettant de résoudre les problèmes pratiques de sa société. Les problèmes pratiques de la société peuvent être des problèmes matériels comme des problèmes mentaux. L'intellectuel produit des concepts qui permettent de résoudre ces problèmes. Le faux intellectuel, c'est celui qui fait semblant de produire ce type de concept, mais qui en réalité sert des intérêts étrangers à sa communauté, sert la domination. C'est tout simplement un relais de la domination. On peut dire qu'il produit des anti-concepts, que lui, il produit des concepts mortifères, ayant pour but de détruire davantage sa communauté. Et bien souvent, le pseudo-intellectuel est soutenu par le diplômé. Le diplômé, c'est le parvenu qui ne produit rien. Celui qui est allé à l'école pour avoir un poste et un salaire. Celui qui, allant à l'école pour avoir un poste et un salaire, une fois installé dans le poste, cesse de produire des concepts, c'est juste un diplômé. Ce n'est pas un intellectuel. Et bien souvent, les diplômés sont fascinés par les pseudo-intellectuels, c'est-à-dire par ceux qui servent des intérêts contraires à leur société et qui peuvent leur permettre d'accéder peut-être ainsi à des prébendes au détriment du bien commun. L'intellectuel est engagé à l'amélioration de la situation de sa communauté par la production de concepts qui éclairent, de concepts qui libèrent, qui désaliènent, de concepts qui rendent dignes, souverains et fiers. Vous êtes professeur de philosophie. Quel schéma prévoyez-vous pour la reconstruction de l'Afrique? D'abord, une grande réforme de l'éducation, ayant pour but de doter chaque Africaine et chaque Africain d'une conscience historique multimillénaire. Nous, Africains, sommes la première civilisation de l'humanité. Et il faut par conséquent qu'on restaure en chaque Africaine et en chaque Africain cette conscience de la souveraineté culturelle et spirituelle de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique ne se réduit pas à la colonisation, à l'esclavage ou à la néocolonisation ou même à l'impérial terrorisme. C'est une histoire multimillénaire. L'Afrique est la terre où est apparue pour la première fois la science, la technique. L'Afrique est la terre où la religion a fait pour la première fois son apparition. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les premières civilisations de tous les continents étaient d'origine africaine. Il faut rendre cette conscience de l'antériorité des civilisations négro-africaines à chaque Africain par l'éducation. Deuxième point important, nous devons bâtir des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques qui soient en rapport avec notre tradition, notre civilisation. Donc nous devons sortir des paradigmes dominants de la politique occidentale que sont la démocratie, la soi-disant bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on dit encore? Les droits de l'homme. Hein? D'ailleurs, un homme qui désormais est confondu avec les femmes et même parfois avec des objets sexuels non identifiés, hein? Les osnis, objets sexuels non identifiés, les individus non binaires, il n'est ni garçon ni femme. Hein? Tout cela, l'Afrique doit l'évacuer pour fonder ses institutions sur son propre modèle de civilisation. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a un troisième niveau. Nous ne devons pas lésiner sur les impératifs de la puissance.
Si nous n'avons pas la puissance, mon cher ami, nous n'aurons pas la sécurité. Nous n'aurons pas la sécurité, donc nous ne pourrons pas convenablement nous développer. Par conséquent, nous devons louer le fait que l'Alliance des États du Sahel mette en alchimie, en synergie, ces trois changements. Le changement mental, spirituel, psychologique, culturel, le réenracinement, le changement institutionnel. On n'est plus ici dans le fétichisme de la démocratie à l'occidentale, le fétichisme des élections truquées, dont l'Occident d'ailleurs est le plus grand inventeur, le fétichisme des bourgeoisies compradors qui s'emparent des États au détriment des peuples. On n'est plus dedans, on est dans la révolution populaire progressiste et c'est important. Donc voilà pour moi ce qu'on doit faire. Nous devons renouveler la confiance de l'Africain en sa propre civilisation, en sa propre histoire, et sur cette base, refonder la cité africaine. Je suis pour le modèle de la maatocratie. Ça vient du concept de maat, qui veut dire vérité, justice, solidarité, et qui est le plus ancien concept de l'ordre moral et politique produit sur la terre africaine. Il y a maintenant plus de 6000 ans. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre bien sûr de l'UACO. Vous l'avez dit tout de suite, qui est l'unité africaine, pardon, l'université africaine des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Alors vous êtes même d'ailleurs, si on peut le dire, hein, l'unique invité spécial. Oui, j'étais l'unique invité spécial. Ça a été clos le 4 octobre. On voit également les communications. Vous avez parlé ici de France 24, de RFI, des communications qui ont permis ou qui ont servi à assujettir davantage les pays africains. Aujourd'hui, quel type de communication les pays africains devraient élaborer vis-à-vis des pays occidentaux comme des pays américains? Ok. Face aux pays occidentaux, asiatiques, américains, etc., nous devons d'abord prendre conscience des différentes stratégies de communication et même des différentes géopolitiques de la communication qui sont en cours en Afrique. Il y en a trois, à mon avis. Il y a la stratégie et la géopolitique de la communication des puissances négrières, racistes, coloniales, néocolonialistes et impérialistes. C'est une communication qui a globalement pour but de nous entretenir dans le sentiment que nous sommes des êtres inférieurs. D'une manière ou d'une autre, on veut nous faire passer pour des bêtes. Pourtant, on ne l'est pas. Pourtant, nous sommes la première humanité, nous sommes la première civilisation de l'humanité. Et dans plusieurs domaines, et dans tous les domaines de la culture, on a trouvé des Africains brillants à toutes les périodes de l'histoire. Comme l'a montré le bel ouvrage d'Anténor Firmin, Essai sur l'égalité des races humaines. D'accord? Mais toute la communication occidentale a pour but de nous traiter de sous-hommes. Voilà pourquoi ils estiment que des dictateurs peuvent truquer les élections, mais on peut les féliciter. Parce que les Africains n'ont pas besoin, selon ces racistes, négriers, impérialistes, et bien colonialistes, néocolonialistes occidentaux, nous n'avons pas besoin d'un président qui a été vraiment élu. Ce n'est pas important. Voilà pourquoi leurs dirigeants signent des félicitations à leurs valets qui organisent des fausses élections, comme Ouattara en Côte d'Ivoire ou Biya au Cameroun. Ils excluent tous les opposants, ils organisent une élection avec des figurants, et on le félicite. Vous comprenez? Ces félicitations-là sont l'illustration du mépris que les dirigeants occidentaux contemporains ont pour les peuples africains, et toute leur communication est faite pour cela. Je vous donne un deuxième exemple de cette première communication, forme de communication néfaste. Regardez comment ils se comportent avec les terroristes. Qui donne les unes de France 24, de RFI? Qui donne les unes de TV5? Qui donne les unes de Jeune Afrique, du Monde, à des chefs terroristes? Ce sont les dirigeants de ces journaux qui bien souvent sont rattachés au gouvernement français. Donc, troisième exemple non moins intéressant, de quelle façon l'Afrique est-elle présentée dans leurs médias? Essentiellement comme une terre où il se passe des problèmes, la violence. Les Africains sont des pauvres. On essaie de présenter des peuples appauvris comme des peuples pauvres. Non, les Africains sont les populations les plus riches du monde. Et ce sont même les populations physiquement les plus robustes du monde. C'est connu. C'est ça. Il n'y a qu'à regarder dans tous les sports. Quelles sont les populations dominantes? Je dis bien dans tous les sports, pratiquement. D'accord? Alors, il y a une deuxième forme de communication qui est sur le terrain ici en Afrique, c'est la communication des despotes, les dictateurs africains. Pour essayer de légitimer leur projet de présidence à vie, ils nous enfument matin, midi et soir en prétendant que tant qu'ils sont vivants, la stabilité du pays est assurée. Aucun pays n'est stabilisé par la vie d'un individu. Une nation est potentiellement immortelle. Un individu est toujours mortel.
Or, les dictateurs veulent nous dire que le pays fonctionne parce qu'eux y vivent. On a par exemple littéralement une momie dictatoriale dans mon pays natal, le Cameroun, qui veut passer pour un 8e mandat à plus de 93 ans. Est-ce que c'est sérieux? On a M. Ouattara en Côte d'Ivoire qui fait un 3e mandat anticonstitutionnel. Il veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que c'est sérieux? Et puis ils ont des communicants pour justifier ça. Et enfin, il y a une 3e forme de communication que moi j'ai défendue quand j'ai pris la parole aux UACO 2025, c'est la communication panafricaine libératoire. La communication de libération de l'Afrique. C'est elle qui est menée par la révolution progressiste populaire au Burkina, au Mali et au Niger. Elle est reconnaissable à 4 points. 1, on dit la vérité. On ne ment pas aux gens. Vraiment, s'il y a une zone politique ici en Afrique où, quand les dirigeants parlent, on sait que c'est vrai, c'est ici, dans l'AES. Deuxième élément, on s'efforce de rechercher la justice. Rien n'est parfait. Il n'y a jamais de société parfaitement juste. Tout n'est pas parfaitement juste au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Non. Mais l'État, les dirigeants sont engagés à combattre les inégalités. Donc on pratique une autocritique permanente pour rechercher les décisions les plus justes et améliorer la condition des gens. Regardez par exemple le projet de Faso Mebo, où on voit les populations participer à l'amélioration de leur ville. Qu'est-ce qui empêche les pays africains d'organiser ces séances de travaux publics permettant à tout le monde de participer à l'amélioration de nos villes? Regardez l'état de mon pays natal, le Cameroun. Une immense poubelle géante, avec 30 millions de personnes. Qu'est-ce que ça nous coûte de mobiliser 2 millions de personnes dans le mois, à travers le pays, pour des travaux publics d'intérêt général et améliorer notre espace, comme le font aujourd'hui les Burkinabés avec Faso Mebo. La justice, c'est ça. Et puis, 3e valeur de cette communication dont j'ai parlé, la solidarité. On ne peut pas bâtir une société politique sans protéger prioritairement les plus faibles, les plus vulnérables. C'est cela qu'on appelle la solidarité. Nous, les Africains, nous sommes les champions historiques. Dans toutes les civilisations, nous sommes reconnus comme les civilisations les plus généreuses et les plus solidaires. Cette valeur-là doit être une valeur politique fondamentale. Et dans notre communication, nous devons être solidaires. Voilà pourquoi on ne doit pas faire la passe aux terroristes dans notre communication. Moi, j'ai entendu, par exemple, un journaliste dire que lui, vraiment, ce que lui, il aimerait réaliser, son rêve fou, c'est d'interviewer un terroriste. Mais vous interviewez un terroriste, vous lui donnez la parole alors qu'il vient de tuer les vôtres. Quel est l'intérêt de donner la parole à un terroriste pour qu'il se vante d'avoir tué les vôtres? Donc certains communicants, journalistes, influenceurs, africains, qui interprètent mal la notion de liberté d'expression, se sont mis à croire qu'en fait, on est brillant que quand on fait comme Wassim Nasr, comme Serge Daniel Boubou Dada, alias le hibou de Dakar, et quand on fait comme François Soudan, Marwan Ben Yamed, tous ces hiboux, ces oiseaux de mauvais augure, qui vivent en réalité de répandre la terreur psychologique à travers les médias contre les Africains. Nous ne pouvons pas le faire si nous sommes solidaires. Si vous êtes un journaliste solidaire, vous ne pouvez pas donner la parole à un terroriste qui a massacré vos soldats et votre peuple. C'est pas possible. Le faire, c'est ce que vous qualifiez de terrorisme. C'est ce que j'ai donc appelé le terrorisme. Un journalisme au service du terrorisme. Un journalisme qui a pour but de valoriser les actions terroristes pour, en fait, décourager les populations, provoquer le désespoir, briser la révolution. Il ne faut faire aucun cadeau au terrorisme. Nos journalistes doivent prendre en acte et en décision la conscience que nous sommes en guerre contre l'impérial terrorisme et que tout le monde, dans sa position, doit combattre. Les intellectuels, les activistes, les influenceurs, les journalistes, tout le monde doit combattre. Et l'idéologie qui encadre cela, c'est le panafricanisme révolutionnaire, décliné au Burkina Faso comme révolution populaire progressiste. Quel regard vous portez sur les institutions ou les instruments d'intégration tels que la CEDEAO et l'Union africaine? Quel est le regard que vous portez sur ces institutions-là? C'est aussi très simple. La première question qu'on doit se poser, quand on doit analyser une institution, c'est de savoir, écoutez-moi bien, qui la finance. Si vous savez qui finance une institution, vous savez qui commande dans cette institution. Donc, prenons l'Union africaine. L'Union africaine est incapable de se financer elle-même. Des puissances étrangères, l'Union européenne, des puissances asiatiques, même Israël, viennent financer l'Union européenne. Israël a même demandé à un moment donné à être membre. Donc, l'Union africaine n'est africaine que de nom.
Il s'agit d'une organisation de vassaux non assumée. Maintenant, prenons la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO voulait-elle faire la guerre contre le Niger? Qui était derrière la CEDEAO? Comme l'a si bien dit le président Laurent Gbagbo, qui pistonnait la CEDEAO pour qu'elle attaque le Niger? Notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, a fait une déclaration de soutien au peuple nigérien, une déclaration de soutien à l'Alliance des États du Sahel à cette époque-là. Le président Guillaume Kibafori Soro ayant été l'un des premiers hommes politiques à soutenir l'AES, à soutenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, quand ceux-ci étaient en face d'être attaqués, en train d'être attaqués par la CEDEAO. Qui était derrière la CEDEAO? Vous pensez qu'Alassane Draman Ouattara croit que l'armée ivoirienne peut vaincre l'armée nigérienne? Vous pensez qu'Alassane Ouattara croit que l'armée ivoirienne peut venir vaincre l'armée malienne? Il sait que ce n'est pas possible. Il agissait ainsi, poussé par la France. Il agissait ainsi parce que les officiers de l'OTAN siègent à l'état-major de l'armée ivoirienne. Vous comprenez? Donc la CEDEAO, c'est une organisation néocolonisée. Ce sont des vassaux, ce sont les fameux nègres de maison qui sont dénoncés par Frantz Fanon à travers le personnage de Mayotte Capessia dans son grand livre Peau noire, masque blanc. D'accord? Donc il faut, chaque fois que vous voulez savoir ce que vaut une organisation internationale, savoir qui en est le principal financier. Parce que celui qui paye commande. Alors, l'Alliance des États du Sahel, qui la finance? C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Banque nationale d'investissement du Sahel qui vient d'être créée, avec une dotation de 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il y a l'argent de quelqu'un dedans? C'est l'argent du Burkina Faso et du Niger. Du coup, qui commande la politique sahélienne? Les Sahéliens. Mais qui commande la politique de la CEDEAO? Mais les patrons de la CEDEAO. C'est-à-dire les mêmes patrons que ceux de l'UEMOA qui sont derrière les dirigeants français, les dirigeants européens, les dirigeants américains et passablement moyen-orientaux. Alors, mon regard est le suivant. Il va falloir faire à l'ONU, il va falloir faire à la CEDEAO, il va falloir faire à la CEMAC, je parle d'une organisation en Afrique centrale comparable, la même chose que les dirigeants de l'AES ont fait à la CEDEAO. Il faut créer des organisations conformes à nos intérêts. Je pense qu'il faut une organisation internationale des peuples souverains, rien à voir avec l'ONU. Je pense qu'il faut en Afrique une alliance des peuples africains ou une alliance africaine des peuples qui soit l'opposé de l'Union africaine, c'est-à-dire qui soit entièrement souveraine dans son fonctionnement. En Afrique centrale, d'où je viens, je suis originaire du Cameroun, avec le mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, dont je suis le serviteur leader national, nous luttons pour la mise en place de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, qui sera l'allié direct de l'Alliance des États du Sahel pour la construction de la puissance continentale africaine. Que Dieu le veuille. D'accord. Alors, avant de terminer cette émission, une question très essentielle. Vous êtes Camerounais, vous l'avez dit tout de suite. Absolument. Vous êtes également français. Oui. Alors, je voudrais avoir votre analyse sur l'actualité française aujourd'hui. On a le Premier ministre Sébastien Lecornu qui démissionne 12 heures après avoir présenté son gouvernement. Il y a un média français qui titrait que le gouvernement chaos, mais le chaos demeure, et faisant référence bien sûr à Emmanuel Macron. Est-ce à dire que le réveil africain a-t-il eu des conséquences sur la politique interne de la France? Incontestablement. Il existe une corrélation mathématique, on dirait une bijection, entre l'effondrement de la France aujourd'hui et sa perte d'influence en Afrique. Je m'explique. L'économie française a été conçue par les dirigeants de gauche, de droite, du centre, sur la base du principe que les matières premières africaines seraient toujours acheminées gratuitement vers les industries françaises à travers le franc CFA. Pendant plus de 20 ans, j'ai expliqué aux dirigeants français, par des livres, des conférences, j'ai même adhéré pendant plus de 10 ans au Parti socialiste français, pour leur expliquer qu'il fallait changer le modèle de gouvernement français, un modèle qui présupposait toujours l'exploitation inique de l'Afrique. Retirer les troupes françaises d'Afrique, retirer la monnaie néocoloniale, cesser vos ingérences dans la désignation des dirigeants africains, arrêter de réprimer les Africains par l'outil de la francophonie. Ils n'ont pas écouté, et je n'étais pas le seul à le dire. Donc, ils ont été surpris par la révolution africaine du XXIe siècle, dont les 3 pays sahéliens sont l'avant-garde. Ils n'ont pas vu venir le délogement de leurs troupes.
Ils n'ont pas vu venir la fermeture de l'approvisionnement de leurs industries. La crise de l'énergie aussi aujourd'hui en France est nécessairement en rapport avec la fin de l'approvisionnement de l'uranium nigérien pour l'économie française. Rendez-vous compte que la France, pendant pratiquement 60 ans, était productrice d'uranium. Productrice d'uranium. En vertu d'accords iniques, inhumains, d'accords démoniaques imposés à la République du Niger, qui disaient que l'uranium nigérien est une priorité de l'économie française. Le Niger ne peut le vendre à quelqu'un d'autre que si la France n'en veut pas. Vous vous rendez compte? Et des gens au Niger ont signé ça pour 75 ans, accordant à Areva, à Orano, la possibilité en réalité de piller et en même temps de souiller le sol nigérien, de produire un véritable écocide. Alors, moi, en tant que citoyen africain, donc camerounais et citoyen d'adoption français, je suis bien placé pour voir cette corrélation dont je vous parle. Dès que les pays africains se sont mis à fermer les robinets de matières premières gratuites, l'économie française s'est mise à plonger. Dans les villes françaises, des tas de boutiques, des tas de petites et moyennes entreprises sont en train de fermer. Des industries sont à l'arrêt, avec un seul problème, défaut d'approvisionnement en matières premières. Parce que le modèle qui avait été conçu consistait à nous empêcher de nous industrialiser, à ramasser les matières premières, les amener pour que l'ouvrier français, lui, il travaille. Il fabrique les produits finis et puis on nous les vend 20 fois, 30 fois, 100 fois plus cher. Maintenant que est déclenchée dans l'Alliance des États du Sahel la dynamique de l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation sur place des matières premières, eh c'est cette valeur ajoutée qui manque à la France. Si vous faites bien les calculs de ce qui manque à la France, vous allez vous rendre compte que c'est ce que l'AES est en train de gagner. Et les autres pays africains qui sont entrés progressivement dans des politiques souverainistes, tout ce qu'ils gagnent de plus là, c'est exactement ce que la France utilisait pour nourrir son modèle, l'exploitation de l'Afrique. Je vous donne enfin un exemple pour que vous compreniez cela, c'est l'exemple de ce qu'on appelle la double imposition en fiscalité. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant plus de 60 ans, les entreprises françaises qui faisaient des bénéfices ici en Afrique ne payaient pas des impôts en Afrique. C'est ça. Parce qu'on avait mis en place une loi qui dit que chaque entreprise paye des impôts dans son pays. Vous, les Burkinabés, si vous avez des entreprises en France, vous payez vos impôts au Burkina Faso. Vous, les Français, si vous avez des entreprises au Burkina Faso, vous payez vos impôts en France. Vous comprenez ça? Or, en fait, il y a zéro entreprise burkinabé en France qui reverse de l'argent au Burkina Faso. Zéro. Or, l'essentiel des entreprises françaises qui étaient ici ne payaient pas des impôts à l'État burkinabé. L'argent de ces impôts allait où? À la caisse du Trésor français. Or, maintenant que l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont dénoncé le principe de la double imposition. Et on dit tous ceux qui font des affaires sur notre sol nous payent des impôts. Si nous avons des concitoyens qui font des affaires sur votre sol là-bas, qu'ils payent les impôts là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? La marge du Trésor a augmenté. Et si ces États-ci sont en train de fonctionner en autonomie, c'est parce qu'en fait, ils ont augmenté leur assiette fiscale simplement par les impôts des multinationales étrangères sur leur propre sol. C'est ce manque à gagner qui se traduit par la crise politique française. 3 000 milliards d'euros sont empruntés tous les mois par la France et celle-ci est en train de voir sa note financière dégradée par toutes les institutions financières internationales. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus payer. Avec quoi on paye? On paye avec des richesses réelles. La masse monétaire n'explique pas à elle seule la richesse, il faut qu'elle corresponde à quelque chose de concret. Pour la première fois, le Burkina Faso a des réserves d'or. Est-ce que vous savez que pendant plus de 70 ans, ce pays n'avait pas de réserves d'or? Comment un pays peut avoir de l'or, mais pas de réserves? Et c'est la France qui en a, alors qu'elle n'a pas d'or. Merci bien, professeur Franklin Namsi. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci. Vous pouvez trouver ce livre un peu partout, librairie Mercury. Vous pouvez trouver ce livre un peu partout maintenant à Ouagadougou. Et merci à celles et ceux qui sont venus massivement hier à notre dédicace à l'espace Sénasa. Merci infiniment. Si je démissionne aujourd'hui de mon poste de président, je m'en fous, j'irai au Burkina ou en Côte d'Ivoire pour être conseiller spécial du président Alassane et je vais les aider à trouver l'albinos noir qui se cache actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà.
sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre. Voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre. Voilà novembre, voilà novembre. On va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, 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 attrapez-le, attrapez, qu'est-ce Ya, bon. El camino, ahí vino, ahí vino.